Merci, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, cette conférence, effectivement, va comprendre deux parties. Donc, une première partie que j'assurerai, qui sera une partie historique, mais au préalable, je voulais vous faire un petit chapeau de présentation de l'ensemble de la conférence pour voir comment, effectivement, les deux parties vont s'articuler. Donc, il faut savoir que l'acclimatation d'espèces exotiques s'est développée à Nice sur le littoral méditerranéen avec des importations de végétaux, d'abord d'origine asiatique ou américaine, puis à partir de la fin du XVIIIe siècle, plus spécifiquement du début du XIXe siècle, de végétaux en provenance d'Afrique et d'Australie. Donc c'est effectivement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle également que cette acclimatation a suscité le développement d'une véritable industrie basée sur l'horticulture, la production de fleurs et le tourisme. Et ces activités ont transformé, bien sûr, le paysage agricole et urbain et participé à l'image de la Côte d'Azur. Cette acclimatation a été soutenue par des collectionneurs et des scientifiques privés, notamment Gustave Thuré, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure, qui a permis d'introduire plus de 4000 espèces sur le Cap d'Antibes au milieu du XIXe siècle. Et aussi également d'autres collectionneurs. Notre propos dans cette conférence est de retracer d'abord l'histoire du paysage et des jardins, puis de nous interroger sur le devenir des plantes, sachant que les grands jardins dans lesquels ces collections exotiques étaient conservées ont disparu ou disparaissent petit à petit, sous l'effet effectivement du vieillissement ou du lotissement, de l'urbanisation. Donc on s'interrogera dans la deuxième partie de cette conférence pour savoir si l'acclimatation est encore d'actualité. Donc qu'est-ce qu'on peut effectivement, à quel titre, dans quelle mesure l'acclimatation peut servir aujourd'hui, quelles sont les ressources biologiques qu'elle constitue et comment cette acclimatation exotique peut participer à l'aménagement du paysage et de l'environnement urbain de demain. Donc voilà pour la présentation générale. Maintenant, intéressons-nous à cette première partie, une partie historique. On se posera plusieurs questions. L'idée, c'est de donner des clés de lecture pour voir comment l'acclimatation a façonné le paysage de la Côte d'Azur et notamment de Nice, puisque aujourd'hui nous nous intéressons plus précisément au territoire niçois, avec un certain nombre de questions. Comment la végétation exotique a-t-elle été introduite et quand? Quelles sont les caractéristiques de cette acclimatation? Comment l'acclimatation s'est-elle transposée dans l'art du jardin, les relations entre art du jardin et acclimatation? Comment est-elle aussi devenue une image emblématique de la Côte d'Azur, qui a façonné vraiment l'image de notre littoral. Et également, enfin, quelle relation existe entre l'exotisme et l'architecture et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Alors, simplement, je veux rendre à mes collègues historiens qui ont travaillé sur le sujet, je veux leur rendre leur travail. On citera notamment dans la revue Nice historique, que vous connaissez, qui est publiée par l'Académie à Nissardes, ces numéros: Jardin d'acclimatation et botaniste niçois, Jardin d'acclimatation et paysage de la Riviera, Jardin d'agrément de la Côte d'Azur, avec des contributions de Jean-Paul Potron, que vous connaissez certainement, de Simonetta Tombaccini, également de moi-même, de Catherine Ducatillon. Il faut également citer, à propos de cette thématique, les travaux de Michel Stève, qui est un spécialiste de l'architecture, mais qui s'est intéressé à la relation entre l'architecture et l'exotisme. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé sur le sujet. Donc je m'excuse auprès d'elles parce que je ne les citerai pas, mais voilà, ce que je vais relater aujourd'hui est aussi le fruit du travail de confrères historiens, botanistes, etc.
Alors, quelques éléments sur le cadre chronologique de cette acclimatation exotique. Donc, l'acclimatation exotique, donc je vous prie de m'excuser sur la faible définition des images, comme elles sont reproduites en grand. Effectivement, elles sont un peu faibles, mais c'est simplement pour vous donner une idée du cadre géographique dans lequel s'inscrit cette acclimatation. Donc voilà Nice en 1853-1859. Donc on voit que la ville est extrêmement réduite. Donc c'est à partir de ce moment, ou un peu avant, donc on va dire à partir de 1820, que l'acclimatation va prendre possession des jardins. Et puis voilà Nice donc en 1882. Donc on voit la progression de la ville, même si c'est un peu flou, donc, qui est considérable. Et donc là, on a effectivement un paysage qui va être largement un paysage urbain. Mais dans ce paysage urbain, on continue à voir s'y insérer un grand nombre de jardins privés et jardins publics. Quelles sont les causes et les acteurs de l'acclimatation? Donc l'essor de l'acclimatation est lié à plusieurs critères, plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait que le milieu, donc là on a une aquarelle d'Antoine Trachel qui montre Nice vue des hauteurs de Carabassel en 1828 avec des oliviers au premier plan. Donc Nice est une ville-jardin au début du XIXe siècle, et cette ville-jardin va être très propice à la diffusion de l'acclimatation. Alors l'acclimatation va s'y développer, notamment parce qu'il y a donc un terroir agricole qui permet, par transformation, par modification, parfois par substitution, d'y implanter une végétation exotique issue de l'acclimatation. On reviendra sur cette notion d'acclimatation tout à l'heure avec Catherine Ducatillon, qui donnera une définition exacte. Sachez que c'est l'introduction de végétaux donc en grande majorité exotiques, venant des 4 parties du monde, mais notamment de zones où le climat est proche de notre climat, donc de zones qui ont un climat méditerranéen, notamment l'Océanie. Il y a aussi le fait qu'il y a déjà une acclimatation préalable. Alors, et il y a, donc là on voit le plan de la Villa Bermond, donc vers 1850. Donc là, on a aussi une idée de ces grandes propriétés, qui sont des propriétés d'agrumes, donc de rendement agricole, avec un petit espace qui est consacré au jardin. Mais c'est sur ces grandes propriétés que les jardins exotiques, que le jardin paysager va s'implanter. Il y a aussi effectivement le fait que l'acclimatation existe déjà avant le développement, avant son départ au début du XIXe siècle. On a bien sûr les agrumes, qui n'étaient pas originaires d'ici, qui arrivent à partir du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge. On a l'agave, que vous connaissez, on a le figuier de Barbarie, on a bien sûr le palmier, qui existe déjà, au moins depuis le XVIIIe siècle. On a le grenadier au kaki, on a le jujubier, on a le lilas de Perse, on a le caroubier. Donc on a déjà un substrat qui est favorable à une modification du couvert végétal. Et puis, il faut aussi évoquer, bien sûr, les conditions climatiques qui sont extrêmement favorables, puisqu'on est ici dans la zone de l'Oranger, donc à Nice. Et quand on pousse un peu à l'est, à partir de Roquebrune, on va même arriver à ce qu'on appelle la zone du citronnier, avec des conditions encore plus favorables. Mais à Nice, les conditions climatiques sont extrêmement favorables. Il y a aussi l'histoire qui a joué un rôle dans cette acclimatation, parce que en 1804, l'impératrice Joséphine, qui était une grande amatrice de végétation tropicale, ce qui était lié à son origine, elle venait des Antilles, eh bien, l'impératrice Joséphine a voulu envoyer à Nice une partie des collections qui avaient été collectées par l'expédition du capitaine Nicolas Baudouin et d'Antoine Michaud en Australie entre 1800 et 1804, qui représentait plusieurs milliers d'espèces, y compris des animaux, donc des kangourous, etc. Mais bon, là, ce qui est arrivé à Nice, ce sont d'abord effectivement des phormiums, des mélaleucas, des métrosideros, et un certain nombre de végétaux océaniens, donc, qui ont été implantés au lycée, dans le jardin de l'école centrale du lycée de Nice.
de l'école centrale de Nice, donc qui est devenu plus tard le lycée impérial et le lycée donc Masséna. Et donc c'est ce jardin qui a accueilli pour la première fois donc des végétaux véritablement nouveaux qui ont été implantés, plus ou moins acclimatés, ou en tout cas on va dire domestiqués. Parfois on a réussi leur reproduction, parfois non, et ça a servi de point de départ. Donc il y a aussi un concours de circonstances, parce que Nice, vous le savez, est française entre 1792 et 1814, et il se trouve que donc on a la possibilité, le gouvernement impérial a la possibilité de créer ce jardin. Donc ça va être un point de départ. Donc explication historique. Il y a aussi l'économie du tourisme. Donc la société donc des hivernants a besoin de recréer, de créer des jardins, et ces jardins ils vont les créer sur le goût exotique. On y reviendra dans un instant, goût paysager avec une végétation exotique. Il y a aussi, et il faut le noter parce que c'est très important, l'intérêt des Niçois pour la botanique et la science. On a un terreau de botanistes, de scientifiques qui viennent du milieu des pharmaciens. Ce sont les pharmaciens qui sont des botanistes, en tout cas à cette époque. Aujourd'hui, peut-être qu'un peu moins, mais à cette époque, donc, ce sont des pharmaciens. Et ces pharmaciens, donc on citera Balmossière-Chartroux, on citera Antoine Risso, qui est très connu. On citera donc aussi d'autres botanistes comme l'abbé Justin Montolivo, Jean-Baptiste Barla, et également un grand nombre d'amateurs, de privés, donc qui n'ont pas forcément une formation scientifique, mais qui s'intéressent à l'acclimatation. Jean-François Bermond, Antoine-François Raybaud, un certain Gasto à Cimier, un certain Grillon à Carabacel, un Bresson à la Buffa, un abbé Grosson à Saint-Philippe, etc. Donc tout ça, ça se passe dans le premier tiers du XIXe siècle. Donc vous voyez, il y a un grand intérêt à Nice pour l'acclimatation, et c'est ce qui va expliquer le développement ultérieur. Donc là, une image qui est emblématique, donc extraite de l'ouvrage Nice et Savoie, qui est édité à l'occasion de l'annexion du comté de Nice à la France, mais qui représente, c'est tout à fait emblématique, Nice avec au centre un palmier et des hivernants. On voit tout de suite la liaison qui apparaît très tôt, dès les années 1850, entre l'exotisme et la villégiature. Et enfin, la cascade de Guéraud, le canal de la Vésubie, qui va permettre, à partir des années 1885, un accroissement considérable de l'approvisionnement en eau de la ville de Nice, et donc la création de jardins, parce que les jardins exotiques ont besoin de beaucoup d'eau, bien évidemment, puisque ce sont des plantes qui ont, pour beaucoup, pas toutes, mais pour beaucoup, qui ont soif. Également, deux images prises par Fritz Mader, qui est un botaniste pas tellement connu d'avant la guerre de 14, mais le Melaleuca linearifolia de l'avenue Verdi. Alors, ce n'est pas celui du lycée, donc on est là au début du XXe siècle, mais on voit déjà le développement de l'arbre qui est considérable. Et puis, cet eucalyptus qui est photographié pas loin de la prison actuelle, donc à Nice en 1903. Donc vous voyez que là c'est déjà un arbre qui a pas loin d'une trentaine de mètres, donc ça vous donne une idée de l'antériorité de ces introductions. On a très peu d'images de végétaux acclimatés malheureusement, mais là ces deux images sont vraiment des images historiques, tout à fait intéressante. Alors, ça nous amène à parler effectivement des caractères de cette acclimatation. Donc, à l'époque, cette première tranche, ce 19e siècle, donc ces végétaux viennent principalement d'Océanie, d'Afrique, d'Asie et des Amériques. Donc, on citera quelques noms, mais très rapidement, parce qu'après Catherine reviendra là-dessus. Donc, la cordyline, le phormium, le pittosporum, le yucca, le dasylirion, le magnolia, l'acacia, la raucaria, les différents cycas, l'eucalyptus, akea, grevillea, melaleuca, callistémon, bien sûr les palmiers, tous les palmiers, par dizaines d'espèces qui vont venir s'installer dans les jardins des Niçois. Et donc, où exactement ? Eh bien, ces jardins, ces végétaux vont s'installer d'abord dans l'espace public, et ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner également, c'est le rôle, l'implication des pouvoirs publics dans l'introduction de végétaux exotiques, donc de végétaux acclimatés.
les municipalités donc se sont très tôt préoccupées de peupler les jardins publics avec de l'exotique. Alors là, on a une idée donc au château. Alors les agaves, c'est des végétaux qui existaient précédemment, donc sur le parc du château. Le parc du château, pour mémoire, est réalisé dès 1820 et en 1822. Et dès 1822, il y a de l'exotique à l'intérieur. Autre jardin, le jardin public de Nice, à l'emplacement du jardin Albert Ier. Donc à l'ouest du jardin Albert Ier, il y a quelques vestiges. Il y a notamment un Melaleuca linarifolia que l'on découvre en floraison au mois de juin, donc qui est de belle taille, de belle venue. Donc ce jardin est également un vestige de l'acclimatation. Il y a aussi bien sûr la promenade des Anglais. Dès 1860, les végétaux qui sont implantés, ce sont des palmiers. Donc là, c'est aussi tout à fait significatif. Et puis même sur le mont Boron, au moment du repeuplement, de la restauration des terrains, donc du mont Boron, eh bien, on va utiliser partiellement des arbres qui viennent d'ailleurs, des plantes qui viennent d'ailleurs. Alors, l'installation, elle se fait aussi, donc là, vous voyez cette allée de palmiers au parc du château. Et puis, dans d'autres lieux, donc dans l'espace privé, donc une image tirée de la revue L'Illustration, donc 1864, où là, on a effectivement la Villa Paillon, et on voit que le décor, le cadre qui entoure la maison est un cadre tout à fait exotique, mais ce sont quelques exemples, étant donné le format de la conférence. Bien sûr, on ne pourra pas détailler tous les lieux et tous les sites, mais un lieu qui était privilégié pour l'acclimatation, c'est donc le jardin de la propriété La Prédilette, qui appartenait au comte de Falicon, au Ré. Et là, on voit tout de suite que le photographe a pris donc une succession de végétaux exotiques, d'azilirion, il y a des agaves, il y a des yuccas, etc. Donc là, je ne m'hasarderai pas dans l'identification exacte de ces végétaux, mais l'effet recherché est bien un effet exotique. Alors, quelques lieux quand même que l'on peut citer dans l'espace privé qui font date, qui sont des lieux références. La Villa des Palmiers, donc sur le chemin de Fabron, qui est donc créé en 1865. Le jardin Robertson-Prochowski, donc qui est aussi sur Fabron, là qui est créé en 1893. Le parc Chambrun, donc là qui est antérieur, 1837, dont il reste de beaux vestiges. La Villa Liserbe, là aussi il reste quelques vestiges, mais de petite taille, de moindre taille, 1872. La Villa Vigier, en 1862, donc là que vous connaissez, à travers le parc qui subsiste sur le boulevard Franck Pilate. Et bien sûr, sur la colline, donc la colline de la Paix, donc avec une collection de cactus établie en 1892, et bien sûr donc un lieu qui est vraiment un lieu fabuleux donc pour l'acclimatation, c'est le parc Valrose, donc là qui est créé à partir de 1860, entre 1867 et 1872. On y reviendra brièvement. Donc, je voudrais aussi indiquer que l'acclimatation se développe sur des territoires autres que les territoires jardinés. L'acclimatation, c'est aussi, alors pas forcément à Nice, mais par exemple à Valoris ou à Cannes, c'est aussi sur des territoires agricoles avec l'acacia farnesiana, donc, qui est destinée à la parfumerie. L'acclimatation, elle va aussi être introduite, utilisée pour le repeuplement, le reboisement, avec le pin noir d'Autriche, à l'origine qui ne se reproduisait pas, qui va être largement utilisé en montagne pour le repeuplement. Donc on a effectivement un voyage des plantes, donc il y a même un ouvrage qui a été des ouvrages qui ont été publiés sur le sujet, qui fait que le couvert végétal se modifie considérablement et ça concerne l'ensemble du territoire. Pas seulement l'espace urbain, qui est un espace relativement limité, mais aussi des espaces périphériques moins visibles de prime abord. Alors, un court passage sur la liaison entre le jardin, l'acclimatation et le jardin. Ce lien, il s'exerce à travers le jardin paysager.
Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on voit là. Donc, les deux premières images que je vous montre, ce sont des vues donc, du jardin de la Villa Arson, donc un jardin classique, donc avec un quadrillage d'allées, avec des statues, avec des fontaines, avec des arbres, des agrumes, des yeuses, des arbres donc toujours verts, mais donc des jardins qui ont une apparence quand même très à la fois méditerranéenne et classique. Et on retrouve ça dans cette reconstitution publiée dans la revue L'Illustration en 1922, mais je l'aime bien parce qu'elle est évocatrice. On voit effectivement à la fois donc des poteries, des architectures de balustres, et puis des cyprès et des buissons, etc. Donc c'est un décor tout à fait classique. Alors, à partir de la fin du XVIIIe siècle, les choses vont changer, puisqu'on va introduire le jardin paysager avec donc des caractéristiques qui lui sont propres. Donc on a notamment ici donc, le plan du jardin des Grands Cèdres. Alors la partie que vous voyez sur votre droite, c'est la partie qui a été recréée donc, dans l'entre-deux-guerres, une partie avec un classique, mais par contre, là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie à gauche, donc, où on voit la caractéristique principale du jardin paysager, c'est-à-dire un système d'allées donc, courbes, donc sans géométrie aucune, donc avec le souci de l'ambition de recréer donc, un décor. Alors, ce décor, il va être exotique. Et ça, alors, donc là aussi, l'état du plan, donc nous sommes au parc Valrose, c'est un plan qui a été dressé après-guerre, mais donc on devine effectivement ce système d'allées courbes. Alors à Valrose, il y a deux éléments. Il y a un élément classique, donc dans la partie centrale, sous le château, quand vous arrivez, et puis il y a toute une partie qui est une partie effectivement complètement exotique, qui comprend des allées sinueuses. Alors un bon exemple, c'est la Villa Peillon. Donc là, la Villa Peillon que l'on découvre ici, eh bien, c'est l'exemple même de la villa avec à la fois donc, un plan d'eau, donc une villa, donc en général implantée sur un point haut, et puis après un certain nombre d'architectures de type des gloriettes, des architectures de petite dimension qui permettent de recréer un certain nombre à la fois de paysages, même de donner l'impression qu'on est dans une contrée complètement étrangère. Ces jardins, donc, quand on arrive donc, avec à la période de la photographie, à partir de 1860, 1863, 1870, on a effectivement des photographies là qui nous restituent l'apparence de ces jardins. Eh bien, ils ont des caractéristiques qui sont liées au jardin paysager, c'est-à-dire de larges espaces gazonnés, donc, qui sont ondulés, il n'y a jamais d'espace plat, donc, dans ce jardin paysager, donc, qui vient d'Angleterre, ou jardin anglais, mais ce n'est pas tout à fait toujours le même concept. Et on a surtout des bosquets, on a des plants successifs d'arbres, et ces plants d'arbres sont constitués très très largement par de la végétation exotique, des palmiers principalement, donc, que l'on va implanter à différents niveaux de vision du visiteur, sachant que le visiteur circule sur ces allées, que la promenade, la déambulation est là aussi un des attributs de ces jardins. On a ici le jardin de la Villa Liserbe, photographié en 1898, et donc on voit que un olivier a été conservé, donc dans la partie gauche. L'olivier est le grand perdant de ce phénomène. Les oliviers sont très largement arrachés par milliers dans la campagne niçoise, mais néanmoins, ils sont parfois conservés dans les jardins,
Et on a comme ça des assemblages un peu baroques. Hein, ce sont pas toujours des jardins de très bon goût, parce qu'on a aussi beaucoup, donc on le voit ici dans la partie gauche, on a beaucoup de petites fleurs, hein, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des fleurettes, associées par exemple ici avec des agaves. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est insupportable, mais à l'époque c'était de bon goût. Et du côté droit, vous voyez là par contre, que sur des pelouses donc, qui sont en surélévation, on a donc des palmiers. Voilà, et de larges allées qui sont des allées gravillonnées, voilà, qui permettent effectivement la circulation. Enfin, les jardins publics. J'avais évoqué tout à l'heure le jardin public de Nice, donc là que l'on voit en 1852, et là le plan est aussi un plan paysager. Hein, donc tout le 19e siècle, c'est vraiment jusqu'en 1880, c'est vraiment l'ère du jardin paysager. Ce style va reculer à partir de 1880. Vers 1900, on a une stabilisation et il est complètement abandonné dans les années précédant la guerre de 14, avec un phénomène de rejet qui va concerner à la fois le jardin paysager, mais aussi l'exotisme. Donc l'exotisme va très largement reculer à partir du début du XXe siècle, et on a même après la guerre de 14, quand les hivernants reviennent et recréent des jardins, rachètent des propriétés, ce sont souvent des anglo-saxons, ils font arracher massivement toute la végétation exotique. On a des destructions de palmiers qui sont extrêmement conséquentes, où on voit le palmier disparaître du paysage, disparaître de l'horizon. Donc, pour vous dire que le paysage urbain, le paysage jardiné fluctue. Hein, et cette fluctuation, elle est aussi liée, bien sûr, au vieillissement de ces jardins. Les arbres poussent, ils atteignent leur maturité, et après, ils décroissent et ils disparaissent. C'est le phénomène que l'on connaît depuis une trentaine d'années sur nos jardins patrimoniaux. La relation avec le tourisme est aussi intéressante, puisqu'il faut faire le lien entre l'acclimatation et l'image de la Côte d'Azur. Cette relation, elle est évidente ici sur cette affiche d'Hugo d'Alési, donc prise éditée vers 1895, où on a la vue classique de l'hivernante installée dans un fauteuil avec un décor végétal donc complètement exotique. Donc cette image, en fait, elle va être... C'est ce qui est intéressant aussi dans la liaison entre l'acclimatation et la villégiature, c'est que cette image, elle est complètement artificielle. Et le concept de Côte d'Azur va utiliser l'acclimatation, l'exotisme plus spécifiquement, parce que dans l'acclimatation, il n'y a pas que des végétaux exotiques, mais elle va utiliser la part de végétaux exotiques pour pouvoir créer effectivement une image et pour pouvoir attirer les hivernants. Ça, c'est quelque chose qui est déterminant. Alors, bien sûr, cela concerne l'ensemble de la Côte d'Azur, ça concerne aussi, donc ça concerne les Alpes-Maritimes, le Var, et ça concerne la Riviera aussi, la Ligurie, hein, donc la Riviera italienne, qui va aussi bénéficier de ce mouvement et qui va utiliser les mêmes ingrédients, les mêmes trucs. Cette image de la Côte d'Azur, elle va donc la publicité, en faveur de la Côte d'Azur, elle va utiliser deux choses. Elle va utiliser la température pour dire aux hivernants, aux touristes qui sont des hivernants, vous pouvez venir chez nous en hiver. Vous voyez, donc il fait beau, il y a des palmiers. C'est donc que la température est clémente et vous êtes ici en hiver, vous serez en été. Hein, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait déterminant. Alors j'ai choisi donc j'ai quelques extraits donc qui sont après en diapositive, mais je préfère vous les lire. Donc pour montrer que ce mouvement, il est enclenché très tôt. Il est enclenché à la fin, au milieu du XIXe siècle. Alors par exemple, voilà un texte qui est tiré d'un ouvrage
édité par un certain Burnel, hein, donc Études sur Nice. Donc, cet ouvrage date de 1856. Au midi, la plaine de Nice s'ouvre tout entière sur la mer la plus belle du monde et reçoit en plein les rayons de ce radieux soleil qui vient féconder chez elle les fruits et les fleurs des régions tropicales. Cette situation exceptionnelle suffit à expliquer la douceur de température d'une contrée qui, depuis les Romains, a le privilège de donner asile aux santé délicates de tous les pays. Nice est la serre chaude de l'Europe. Vous voyez, chaque fois, il y a une référence. Nice, j'y ai passé 5 hivers consécutifs. Au dire des anciens du pays, celui de 1854-1855 est le plus rigoureux dont on ait conservé la mémoire. Eh bien, j'ai calculé que du 20 novembre 1854 au 20 mai 1855, il ne s'est pas passé 8 jours sans que j'aie pu faire ma promenade quotidienne. Donc, autre élément, donc, qu'il ajoute, la plaine de Nice a la plus délicieuse végétation que l'on puisse imaginer. Et donc là, il cite l'oranger, le citronnier, le cédrat, le myrte, le jujubier, l'amandier, le grenadier, le palmier, le caroubier remplissent la campagne. Le seul jardin Clary compte peut-être 10 000 orangers. Donc on joue à la fois là sur l'oranger, on peut encore jouer en 1856 sur l'oranger parce qu'il y a encore des orangers, ils vont disparaître dans les 10 années suivantes, hein, si vous voulez, ou 20 années suivantes. Mais on voit que la référence, donc, elle est référence climatique, elle est végétale, hein, en fait. Alors, autre auteur, donc ce sont souvent en fait des médecins qui écrivent, et ces fascicules, ces guides sont destinés en fait à faire venir du monde, hein, donc à faire venir des touristes. Donc le docteur Lubanski, Les Fleurs de Nice, écrit en 1854. Il faut absolument que je donne une liste de la plus grande partie des végétaux de serre que nous cultivons en plein air à Nice. Et il ajoute plus loin, et non seulement ces plantes vivent à l'air libre, mais elles végètent avec une vigueur dont les serres ne peuvent donner une idée. Donc, on est vraiment dans un monde, dans un univers complètement tropical. Alors, voilà donc les textes que j'ai cités, mais je pense qu'on peut passer effectivement au thème suivant, qui est la liaison entre l'acclimatation, plus spécifiquement l'exotisme et l'architecture. Cette relation, elle est étroite. On la voit plus tellement aujourd'hui, mais elle transparaît à travers quelques édifices emblématiques, et elle était beaucoup plus visible au XIXe siècle. Il s'agit d'abord d'une architecture exotique que l'on retrouve dans l'hôtel Alhambra, donc construit en 1901. Vous voyez, déjà là, on est quand même au début du XXe siècle encore, hein, donc ce phénomène continue à survivre. Et là, on est dans le casino, devant le casino de la Jetée-Promenade, donc, où à la fin du XIXe siècle, on a encore des architectures donc de type, c'est des mixtes, hein, en fait, c'est des choses complètement fabuleuses, hein, mais avec des architectures qui sont quand même très largement orientalisantes, et donc, par la force des choses, exotiques. Hein, cette relation est étroite. On a bien évidemment le château de l'Anglais, hein, donc 1857-1858. Là, il est photographié par Charles Nègre vers 1868, mais à l'époque, c'est quelque chose de complètement fabuleux, hein, d'avoir une architecture de type indo-moghol. Donc tout ça participe à créer, effectivement, à recréer une ville à la fois un peu méditerranéenne, mais surtout exotique, tropicale, de façon à ce que les touristes viennent en toute confiance y passer l'hiver et y dépenser leur argent. Donc c'est vraiment une stratégie que j'évoque, hein, que je pense avoir, qui a été conduite donc par les pouvoirs publics de façon à créer effectivement ce concept de Côte d'Azur. Alors l'architecture, l'acclimatation influence aussi l'architecture des jardins d'hiver. On a un certain nombre de créations de jardins d'hiver
avec notamment celui qui était le plus connu, c'était le jardin d'hiver du casino municipal, donc à Nice en 1884. Vous avez aussi au parc Valrose, donc dans le château Valrose, vous aviez derrière le château, vous aviez un grand jardin d'hiver aussi, donc là qui est un peu antérieur, qui date de 1868. Et puis dans le reste du département, vous avez des réalisations aussi qui sont assez conséquentes. Je pense par exemple au Riviera Palace, le jardin d'hiver du Riviera Palace à Beau Soleil. Donc peu de gens le connaissent, mais il y a des visites qui sont organisées par le service du tourisme, l'office du tourisme. Et là, on a vraiment, ça vous donne une idée de l'ampleur de ces constructions métalliques, donc qui permettent aux visiteurs et aux propriétaires, là ici en l'occurrence du château, d'avoir une végétation non pas exotique, mais vraiment une végétation tropicale avec des plantes qui craignent, qui ne pourraient pas être mises dehors, même sur la Côte d'Azur. Voilà d'ailleurs la publicité de l'hôtel Alhambra, avec, vous voyez, le décor donc dans la partie supérieure, est un décor tout à fait exotique. Alors maintenant, il faut se poser la question des traces, de ce qui survit, de ce qui a survécu. Donc j'évoquais tout à l'heure le caractère éphémère, en tout cas non pérenne du jardin. Le jardin, c'est un être vivant qui bouge, qui évolue, qui grandit et puis qui a tendance à disparaître. Ces disparitions, elles sont souvent dues aux opérations, à l'urbanisation, qui a frappé durement Nice, donc dans les années 70-80, mais ce phénomène était enclenché largement avant. On a dès la fin du XIXe siècle des opérations de lotissement. Je pense par exemple au parc Chambrun, qui était beaucoup plus grand et qui, au fur et à mesure, on avait des propriétés qui faisaient jusqu'à 10 hectares. En tout cas, qui faisaient toujours plusieurs hectares et qui se sont réduits au fur et à mesure, qui ont été donc morcelés, qui ont été par le biais du lotissement. Donc ceci dès la fin du XIXe siècle, mais également le phénomène a perduré, a continué dans les années 20, dans l'entre-deux-guerres, et puis bien sûr s'est accentué à partir des années 60, pour ne laisser malheureusement qu'un petit nombre de témoins significatifs à la fois de l'art du jardin paysager et de l'exotisme de l'acclimatation. Alors je pense notamment au parc Valrose. Le parc Valrose est une réalisation complètement exceptionnelle, donc réalisée entre 1867 et 1873, vous savez, par un hivernant russe, un magnat des chemins de fer, le baron von der Wies, donc qui rachète ce site, donc un vallon orienté à l'ouest au pied de la colline de Cimier, et qui va de façon assez astucieuse, alors c'est pas lui, c'est les jardiniers qu'il a missionné pour ça, qui va utiliser donc les différentes parties du site pour acclimater à la fois des arbres qui viennent de régions froides et des arbres qui viennent de régions chaudes, donc ce qui fait qu'on a un mixte donc sur ce jardin qui est tout à fait exceptionnel, et puis bien sûr un ensemble d'étangs, cascades, des fausses ruines, puisqu'il y a un faux temple, etc., des rochers artificiels, des grottes, un kiosque, des fontaines et une statuaire, donc qui en font vraiment un élément hors norme pour l'histoire du jardin. Bon, il reste de très beaux éléments donc, qui méritent d'être entretenus, conservés. Donc il y a des opérations qui sont en cours. Bon, ça traîne un peu, mais la volonté, en tout cas, y est. Donc également le parc des Grands Cèdres, où se trouvent actuellement les archives municipales, une copropriété qui a été donc un espace qui a été loti dans les années 60, mais il reste quand même là aussi de beaux ensembles donc que l'on voit donc dans la partie au fond avec la partie jardin paysager. Donc on revient au parc Valrose, donc avec le château, et puis là une partie qui est un secteur qui est plutôt d'inspiration classique. Alors l'acclimatation a aussi laissé des traces dans les jardins botaniques, puisque j'avais évoqué le jardin botanique, le jardin de l'école centrale,
de Nice, mais on a recréé, donc à la fin du XXe siècle, un jardin botanique donc, à l'ouest de Nice qui est absolument remarquable, avec un grand nombre d'espèces donc, qui y sont conservées. Et puis, ce clin d'œil à la partie suivante que va assurer donc, Catherine Ducatillon, la serre centrale du parc Phénix. Là aussi, on voit que l'intérêt pour l'exotique n'est pas mort et que cela peut constituer l'un des éléments d'attractivité de notre territoire et de la ville de Nice. Donc, en guise de conclusion, donc, on retient que l'acclimatation donc, a été largement diffusée sur l'espace jardiné, sur l'espace des jardins, donc niçois, de la Côte d'Azur en général, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, niçois, donc en créant un véritable paysage tropical, qui est un paysage de la villégiature, et que l'acclimatation a également beaucoup servi, a été l'élément central de l'image touristique de la Côte d'Azur et de notre ville. Et sur le plan patrimonial, même si beaucoup de destructions, malheureusement, ont été effectuées, il reste néanmoins donc un patrimoine conséquent que l'on peut voir facilement dans les parcs et jardins, le parc de l'Indochine, le parc Vigier, le parc Valrose, même si il n'est pas directement accessible, le parc Chambrun, avec aussi des végétaux qui sont de grande taille et très anciens, qui sont tout à fait, que l'on peut tout à fait qualifier de patrimoniaux. Donc voilà, l'empreinte de la villégiature sur Nice est une réalité et il faudra en tenir compte, bien sûr, dans les années à venir pour pouvoir valoriser notre patrimoine et renforcer l'attractivité de la ville. Je vous remercie.